Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous donnons quelques secondes pour les personnes participant à cette conférence se connectent. Bonjour à tous et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous à cette visioconférence organisée par la Fédération de l'entraide protestante dans le cadre du programme Trait d'Union. Après une première conférence qui avait eu lieu le 1er décembre et qui portait sur l'apprentissage en période de crise pour les professionnels de première ligne, nous abordons aujourd'hui la thématique des savoirs expérientiels, les reconnaître et les transmettre. Après une introduction de Jean Fontagneux, qui est secrétaire général de la FEP, nous écouterons 3 interventions successives d'une vingtaine de minutes chacune, suivies d'un temps de questions-réponses. Un petit point technique pour vous aider à participer à cette visioconférence. Vous pouvez poser des questions et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Q et R qui est en bas de votre écran. Nous transmettrons vos questions au conférencier afin qu'il y réponde à la fin des interventions. N'hésitez pas à les poser tout au long des interventions, nous les regrouperons. Tout au long des interventions, nous partagerons également des liens ou des références dans l'écran de discussion qui seront ensuite mis sur le site fep-union.org qui était précisé dans l'invitation, où vous aurez accès à toutes les ressources de cette conférence. Je laisse maintenant la parole à Jean Fontagneux. Oui, merci. Bonjour à tous. Jean Fontagneux, donc je suis le secrétaire général de la Fédération d'entraide protestante. Nous avons initié cette nouvelle type de communication, de formation, pour essayer d'abord d'aborder la crise d'une façon un peu plus originale, hein, pour qu'on puisse maintenir le lien et la relation entre nos membres, et puis pour aborder une nouvelle façon de travailler ensemble. Alors, la FEP, en quelques mots, est une fédération donc, qui regroupe 380 associations et fondations qui travaillent dans le monde médico-social, sanitaire et social. 380 associations, environ un petit millier d'établissements, dont la plupart d'entre vous font partie. Et puis, vous regroupez, la FEP regroupe environ 28 000 salariés et 13 000 bénévoles. Donc, vous voyez l'étendue de cette fédération. En comparaison, la fédération en tant que telle, en tant qu'équipe, est une petite structure, donc une quinzaine de salariés. Et nous travaillons des questions de sens et nous mettons en lien, nous faisons du partage. C'est un peu pour ça que vous êtes ici avec nous, pour essayer d'aborder ces questions.
Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est travailler sur le temps de crise que nous traversions. Aujourd'hui, nous allons continuer ce débat et puis dans quelques semaines, le 15 juin, nous aurons une troisième séquence consacrée autour des comportements à problème. Donc, nous savons que ce sont des éléments qui sont particulièrement prégnants en cette saison, enfin en ces temps-là. Et donc, en complément de ces travaux de webinaires qui sont plutôt descendants, puisque vous aurez à la fois tout à l'heure des spécialistes ou des conférenciers qui viennent vous voir, même s'il y a de l'échange avec les questions, nous complétons avec un travail d'atelier pour lesquels vous êtes invités, d'atelier pour le coup en présentiel. Le prochain aura lieu le 1er juin dans le Grand Est, à Strasbourg, et le deuxième aura lieu à Paris le 8 juin. Voilà, ce sont des ateliers pour mettre en pratique, pour mettre en œuvre en quelque sorte ce que nous aurons pu entendre avec les intervenants d'aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mais je laisserai la parole à nos intervenants pour que vous puissiez écouter ce que nous avons essayé de construire pour vous, donc sur des questions de partage, de lien, de sens. Et puis, vous pourrez bien sûr poser des questions derrière pour partager avec vos intervenants. Voilà, merci, bonne journée à vous et bonne suite pour ce webinaire. Merci beaucoup, Jean. Donc, nous allons rentrer dans le sujet des savoirs expérientiels et la première personne qui va intervenir dans cette visioconférence est Marie-Josée Noyel, avec qui nous allons aborder des questions de vocabulaire autour des savoirs expérientiels. Marie-Josée, je vous laisse la parole. Déjà, bonjour à tous et à tous. Je vais commencer par me présenter en quelques lignes. Donc, moi, je suis formatrice vacataire depuis 2017 et j'ai rencontré Jean Fontagneux lors d'une assemblée générale de l'armée du salut en juin 2019 afin de témoigner de mon expérience de formatrice vacataire au sein du centre de formation de l'Essonne de Grigny auprès d'adultes en formation, enfin surtout en formation AES, accompagnement éducatif et social principalement. Moi, j'ai un long parcours, mais j'ai quand même synthétisé. Voilà, durant une vingtaine d'années, moi, j'ai eu 3 métiers. J'ai commencé à exercer le métier de secrétaire, puis en mi-temps de vie, vers 40 ans à peu près, oui, en mi-temps de vie, j'ai effectué un bilan de compétences afin de savoir, pendant 1 an, je me suis donné du temps, j'ai donné du sens à mon temps, où j'ai hésité entre passer mon diplôme d'AS, assistante sociale, ou éducatrice spécialisée. Et finalement, j'ai penché pour éducatrice spécialisée, où j'ai fait ma formation à BUC Ressources, et j'ai été diplômée en 2008. En ayant réalisé mon mémoire sur la bientraitance auprès du public en grande précarité, où je vais travailler environ 8 ans sur le terrain avec ce public-là, en commençant pendant 1 an et demi au SAMU social de Paris, puis dans des grandes associations parisiennes, et la dernière en date en 2015, aux œuvres de l'Ami de Pain, où j'ai travaillé au sein d'une équipe où j'ai pu mettre des ateliers en place et coordonner des ateliers en place sur, entre autres, l'accès à la culture, un atelier concernant la recherche d'emploi et construire sa lettre de motivation. Et chacun, avec l'équipe éducative, chacun apportant son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Donc, à l'issue de cette expérience qui était très formatrice, mais très, très riche aussi, j'ai décidé, grâce au directeur de transition, parce qu'il y avait un directeur de transition, où j'ai pu obtenir une rupture conventionnelle pour pouvoir faire ma formation de formatrice à Paris 8, au collège coopératif. Voilà.
où là, j'ai rédigé mon mémoire sur la problématique des migrants et comment former. J'ai beaucoup réfléchi sur la formation des acteurs du terrain, aussi bien les travailleurs sociaux et que les bénévoles. J'ai beaucoup aussi milité en tant que bénévole auprès d'associations s'occupant des migrants. C'est un peu mon dada. Donc voilà, donc là pour me présenter, donc voilà, je connais Eric Troupin grâce à BUC Ressources, où j'interviens à BUC auprès de promotion EJE sur l'impact de la culture dans le développement d'un enfant. Et je suis intervenue pendant 2 ans au CFE de Grigny. Céline était ma responsable de formation sur les promos d'AES, comme je vous ai expliqué, entre autres. En deuxième temps, je voudrais introduire dans un premier temps, Cécile en parlait tout à l'heure d'Henri Desroches. Je vais vous en parler en quelques mots de son approche, qui se prénomme aussi le passeur des frontières. C'est un monsieur qui est décédé maintenant, hein, qui est mort en 94, qui est mort à 80 ans. Donc Henri Desroches, son approche déjà, et c'est un monsieur issu d'un milieu modeste. Son père était un ouvrier tanneur et sa mère une autodidacte. Tout au long de sa vie, il était créateur, initiateur. Il se dit sociologue de l'école buissonnière. Il a été beaucoup un homme d'action sur les terrains. Il a rencontré, beaucoup voyagé, accompagné beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans des mouvements coopératifs en passant par l'Afrique et pas que, en Amérique latine. Enfin, c'est un monsieur qui a énormément voyagé durant toute sa vie pour discuter, apporter son savoir et recevoir. Enfin, c'était un échange permanent. Henri Desroches a émis l'hypothèse que chacun a un savoir et que l'être humain apprend tout au long de sa vie. Lui parle, dans la vidéo, ce qu'expliquait dans Le Passeur des frontières, l'homme qui enseigne et l'homme qui apprend. C'est lui qui a initié une grille expérientielle, récapituler son histoire de vie en vue de transmettre quelque chose de son expérience. Le sujet en formation se remémore ses expériences marquantes et ensuite il s'approprie des contenus théoriques lui permettant de transformer ces expériences en connaissances. Voilà, je résume un petit peu. Bien entendu, cela demande du temps, d'une part, et d'autre part, au fil du temps, tout ceci prend sens. Voilà, je vais fermer la parenthèse sur Henri Desroches parce que je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est pas c'était pour introduire. Voilà, mais c'est une personne à connaître qui vaut le coup. Enfin, voilà. Donc, je vais définir un petit peu tout ce qui est à la fois le savoir, les savoir-faire, savoir-être. Donc, savoir, j'ai un petit peu, vous avez tous savoir du latin samper, verbe qui, employé, indiquer une entité qui possède une saveur. Ça, c'est. Et pour l'itrer, ce terme ne s'employait qu'au singulier, était défini comme connaissance acquise par l'expérience, par l'étude et l'expérience. Donc là, on va arriver dans les savoirs sur la formation initiale. Vous avez tous les formations initiales, on apprend, nous, à l'école, la faculté, à l'université, mais pas que, principalement des connaissances intellectuelles et des représentations. Des connaissances générales, surtout dans notre secteur, sur le développement de l'être humain, la science humaine, la sociologie, la psychologie, les pédagogies, etc., les pathologies, tout ce qui est connaissances générales. Ça, dans un premier temps. Je parlerai dans un deuxième temps des connaissances spécifiques de l'environnement du domaine dans lequel le professionnel évolue, nous surtout dans le social et médico-social, tout ce qui concerne les connaissances juridiques, les règles de sécurité, les fonctionnements de l'institution, les politiques sociales, et pas que, les procédures budgétaires, je ne vais pas m'étaler parce que vous les connaissez, et les démarches d'évaluation. Ensuite, on parle de formation non formelle, tout ce qui est formation continue ou professionnelle. Voilà, parlant du savoir
savoir et revient. Là, je vais arriver sur le savoir-faire. Donc, dans un premier temps, je vous parle des maîtrises de situation professionnelle. Comment nous, en tant que professionnels, enfin moi, comment j'ai travaillé sur ma pratique, pas seule, hein, en équipe, comme vous tous, sur l'analyse de pratique. Comment j'ai conçu et que j'ai conduit des actions éducatives en utilisant effectivement les savoirs expérientiels de mes collègues, les miens et les leurs, avec un échange permanent dans un environnement bien précis. Enfin, moi, j'étais surtout dans le public grande précarité, donc, et pas que. Échanger sur sa pratique. J'ai été moi-même personne ressource concernant toutes les problématiques des sans-papiers, d'une part, pour commencer, après les migrants, parce qu'en fait, j'ai fait des formations par moi-même sur tout ce qui est formation des étrangers, et avec mon réseau et mon partenariat de juristes ayant travaillé dans ce domaine-là et des avocats, je me suis fondé un réseau, pas toute seule, mais voilà, enfin ça c'est mon petit savoir-faire, enfin mon petit, je sais pas, en tout cas que j'ai transmis au fil du temps et que je continue à transmettre tout au long de ma vie. Le savoir-faire n'est pas uniquement dans la sphère professionnelle, il se trouve aussi, là, je rejoins effectivement, dans des activités personnelles, familiales, sociales, associations, humanitaires, citoyennes, artistiques. Voilà. Et en ces temps-là de ce que disait M. Fontagneux, en ces temps de crise sanitaire, effectivement, beaucoup de citoyens se sont réinventés, ont trouvé des trucs, comment dire, des idées d'imagination, de créativité. Je pense surtout en EHPAD, entre autres. Enfin, pour l'avoir vécu personnellement, ma mère vivant dans un EHPAD, les infirmières ont trouvé des choses pour qu'elle communique avec les personnes, enfin moi, la fille de ma maman, comment on a pu avoir des infos via l'outil informatique. Donc, elles ont fait preuve d'imagination. Voilà, pas qu'en EHPAD, mais entre autres, je cite un petit exemple. Je vais arriver sur le savoir-être, moi j'appellerais aussi une sorte de savoir-faire relationnel, une attitude, une faculté d'adaptation, d'intégration, surtout en ces temps de crise sanitaire. Comment les professionnels, j'ai lu beaucoup de choses via Trait d'Union, effectivement, les directeurs et les équipes ont coordonné des comités de pilotage, et pas que, alors avec leur savoir-être, les savoir-faire des uns et des autres, aussi bien les managers que les équipes, sur effectivement l'implication, l'écoute active, l'ouverture d'esprit, beaucoup de remises en question, et comment les professionnels, dans l'urgence, parce que c'était vraiment dans l'urgence, comme vous savez, se sont adaptés de façon très professionnelle. Enfin, moi, j'ai lu beaucoup d'articles et pas que, comment on trouvait des idées. Donc là, je clore un petit peu par une phrase pour Socrate: tout être humain est porteur d'un savoir qu'il ne sait pas savoir. Voilà. Je terminerai sur tout ce qui concerne expérientiel. Pour moi, enfin, renvoie à expérience. Donc, je fais une petite définition du petit Larousse. Experientia, du latin experientia, connaissance acquise par une longue pratique jointe à l'observation. Comme vous savez, nous, pas que nous, mais travailleurs sociaux, sommes voilà, beaucoup dans l'observation. C'est vraiment un outil indispensable, mais pas que l'observation, mais entre autres. Voilà, donc voilà, tout ce qui est expérience professionnelle, personnelle, et effectivement, on peut parler aussi d'expérience d'épreuve de vie, de la vie, de sa vie individuelle et de vie collective. Je pense effectivement, cette crise sanitaire, les épreuves qu'ils ont dû affronter au sein de l'équipe dans cette crise, et de l'accompagnement en fin de vie, et surtout à la mort, et comment
je pense qu'ils ont été aidés, enfin, les psys ont dû être là, et pas que. Voilà, ce qui chamboule quand même dans ce contexte sanitaire assez, qui peut être très anxiogène pour les travailleurs sociaux, mais pas que les dirigeants et dans le contexte actuel. Je terminerai sur 2 notions, entre autres la première sur le transfert des savoirs expérientiels. Je vais citer un exemple, parce que Éric Troupin en parlera un petit peu plus longtemps que moi. Compte tenu de mon parcours, comme vous savez, j'ai été secrétaire et ensuite éducatrice. Et là, à la mi-temps, il y a ce directeur de transition, un jour, me demande Marie-Jo, j'ai un document très urgent à faire parvenir à la DASES, la Direction d'Action Sociale. Donc, j'ai laissé un peu en plan mon travail, entre guillemets, et pendant 1h30, j'ai pu rédiger, c'est-à-dire remettre en forme. Et je remercie ce directeur de transition, qui est un cabinet, je ne sais pas si les gens connaissent, mais un ancien, ce monsieur était ancien éducateur, pendant 1h30, de remettre en forme ce document. Donc, il avait capté mes compétences. Donc, je parle un petit peu de transfert de mes savoirs, mais il n'y a pas que moi, je cite un exemple. Donc, des compétences transversales. Éric Troupin en parlera un petit peu plus en profondeur que moi. Voilà, je vais terminer sur ça, c'est sur le transfert des savoirs expérientiels. Sur la deuxième chose, la transmission des savoirs expérientiels. Donc là, transmission, effectivement, action de transmettre quelque chose à quelqu'un. Là, je citerai aussi un exemple vécu dans ma pratique là, de formatrice que j'ai utilisé au CFE, au Centre de formation de l'Essonne de Grigny, avec des étudiantes en PAC. C'est un dispositif parcours d'accès à la qualification où Céline m'avait demandé de monter un module sur l'actualité sociale. Les apprenantes ont choisi par elles-mêmes les thématiques, dont j'en ai retenu une sur la problématique de la bientraitance et de la maltraitance en EHPAD. Donc en fait, je les ai fait travailler par elles-mêmes avec une approche pédagogique de Célestin Freinet, je pense que tout le monde connaît. Donc elles ont travaillé par petits, en sous-groupe, hein, et comment elles ont pris du plaisir et à exprimer leur ressenti de par leur expérience personnelle et de leur expérience professionnelle, et d'ensuite de s'impliquer dans ce petit atelier qui a, enfin pour moi, a très bien fonctionné, enfin des 2 côtés, et comment elles ont retranscrit à la promo et dans la dynamique de groupe, où en fait, comment moi, en tant que formatrice, comment j'ai transmis mon savoir-être, mon savoir-faire, mais elle aussi, donc il y a eu un échange et un partage d'expériences mutuelles. Voilà, pour les former, ce sera des futurs professionnels. Peut-être que j'espère que maintenant, elles ont obtenu leur diplôme. Voilà, donc je voulais terminer sur les transmissions des savoirs expérientiels. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci d'avoir partagé avec nous ces éléments de vocabulaire et aussi ces exemples précis de situations de transmission ou de transfert de savoir et de compétences. Je vais maintenant laisser la parole à Éric Troupin, qui va vous proposer une intervention sur les différents types de savoirs et sur la manière de les transmettre. Éric, à vous la parole. Oui. Bien. Je ne sais pas si mon écran s'affiche. Petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien. Tout va bien. Oui, d'accord, parce que je ne suis pas affiché, donc voilà, c'est normal. Voilà, bah, écoutez, bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire donc, centré sur la transmission des savoirs expérientiels. Alors, pour me présenter rapidement, je suis éducateur de jeunes enfants de formation. J'ai fait ma formation au sein du centre de formation Saint-Honoré à Paris. À l'issue de cette formation, en 1999, j'ai commencé à travailler dans la protection d'enfance, notamment en MEX, pendant à peu près 2 ans. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de mettre en place, de créer une classe passerelle, ce qu'on appelle, au sein d'une école maternelle,
Voilà, et c'était un projet qui s'est donc élaboré avec un partenariat de PMI, où il était beaucoup plus question d'intégrer les enfants qui étaient détectés comme voilà, potentiellement à risque ou en difficulté, avec des situations familiales un peu complexes. Et donc, c'était un travail qui se centrait aussi sur l'accompagnement à la parentalité. Voilà, donc une expérience de 15 ans extrêmement intéressante, qui se poursuit toujours aujourd'hui. Donc, il y a une éducatrice qui a pris le relais. Aujourd'hui, je suis formateur à Buc Ressources, c'est-à-dire que ça fait à peu près maintenant 4 ans que j'accompagne des promotions, alors essentiellement, on va dire, EJE dans le cadre de la formation, en termes de responsabilité pédagogique, mais j'accompagne également des moniteurs éducateurs et des éducateurs spécialisés. Voilà. Je finalise aujourd'hui aussi un Master 2 EFIS, donc éducation familiale, intervention socio-éducative en Europe à Nanterre, plus centré sur les savoirs expérientiels. Alors là, j'interroge plus la notion de compétences transversales auprès des étudiants. Donc, je reprends un peu les parcours antérieurs à la formation des étudiants et puis on travaille ensemble autour d'entretiens d'explicitation qui permettent un peu de comprendre comment les étudiants sollicitent ces expériences, comment ils ont aussi conscientisé ces savoirs, pour ensuite éventuellement les solliciter dans le cadre de la formation et ce qui peut éventuellement faire office de soutien ou de ressources dans le cadre de cette formation. Voilà. Alors, je souhaite reprendre aussi la notion de savoir, savoir-faire, savoir-être, mais sans paraphraser Marie-Jo. Ce qui est important pour moi, je pense, c'est simplement de pouvoir aussi illustrer, de mon point de vue et à travers mon expérience, ces différentes notions. Donc, le savoir, de quoi parle-t-on? Effectivement, comme le soulignait très justement Marie-Jo, c'est l'acquisition de connaissances qui inclut notamment les savoirs de base. Donc, on peut les nommer les compétences disciplinaires, qui sont beaucoup plus, là pour le coup, moi j'aborderai des exemples plus centrés sur la petite enfance, évidemment. Donc, des savoirs en termes de psychologie du développement, les pathologies du handicap mental, par exemple, les lois, le cadre juridique. Donc, toutes ces connaissances peuvent tout à fait être acquises aussi dans le cadre d'une autodidaxie, donc de l'expérience, notamment participant à des conférences, en lisant des ouvrages, et puis donc en sachant aussi que ces connaissances, ces savoirs ne sont pas exclusivement intégrés dans un cadre formel. Les savoir-faire, c'est plutôt l'expression d'un savoir-agir, donc face à une situation donnée. Donc c'est l'activité d'un individu dans un contexte précis. C'est un savoir-faire opérationnel qui est validé, qui est observable. Alors c'est vrai que dans le cadre des formations, notamment avec les référentiels qui sont centrés notamment sur la notion de compétences, c'est vraiment l'objet même d'évaluation auprès des étudiants autour des savoir-faire, qui sont très prégnants aujourd'hui dans le cadre des formations, mais pas seulement. C'est plutôt ce qui définit, on va dire, la compétence. Par exemple, travailler en équipe, écrire et élaborer un projet, savoir observer, qui est un processus aussi dans lequel aussi on engage nos étudiants, sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, pour qu'ils puissent se saisir aussi d'informations pertinentes dans le cadre d'un travail d'équipe. Dans le cadre de la petite enfance, par exemple, savoir mettre en place un parcours de motricité et savoir sécuriser, par exemple, un environnement. Voilà, ce sont autant de compétences, de savoir-faire qui permettent, voilà, à travers l'expérience, de pouvoir acquérir des compétences qui sont en général plus une articulation entre le savoir et puis la situation. Là, on peut dire aussi, par exemple, que le contexte de confinement, puisque c'est à propos, nous a amené, nous, formateurs, à travailler plus avec les outils du distanciel. Donc, la plateforme numérique, savoir aussi utiliser un Zoom, et puis notamment savoir équilibrer aussi ces modalités pédagogiques, en pensant aussi à des systèmes un peu hybrides, parce que je ne vous cache pas que passer des journées sur un Zoom, c'est très compliqué pour les étudiants. On le voit bien, notamment pour les étudiants qui sont plutôt dans des parcours universitaires aujourd'hui. Donc, ça a été pour nous aussi l'occasion de développer 2 compétences. Alors, non pas que cette plateforme, nous ne l'utilisions pas avant, mais donc elle était complètement renforcée et on va dire, nous en sommes saisis de façon très prégnante depuis mars dernier. Voilà. Donc, la dernière approche qui est plutôt donc sur le savoir-être, donc ce qu'on appelle aussi les soft skills, donc dans la littérature universitaire. C'est plus ce qui est de l'ordre de la dimension affective et sociale, donc de la compétence. Elles
sont plutôt sollicités, mobilisés dans le cadre des interactions humaines. Alors, il y a 2 niveaux, on va dire. Il y a le niveau intrapersonnel, qui correspond plus donc à ce qu'est la personne, plutôt la personnalité, l'image de soi, son attitude, la motivation. Et puis, la dimension interpersonnelle, qui est plutôt attachée à la conscience sociale, le soutien social, les relations avec autrui, donc l'empathie, la coopération, la communication. Alors, ce dernier point, il est, je trouve, assez important. Aujourd'hui, il fait l'objet vraiment d'une valorisation dans le monde professionnel, mais pas seulement. C'est-à-dire que lors d'entretiens, on entend souvent aussi que ces compétences sont attendues. Moi, pour avoir participé à des entretiens de recrutement, ce qui a souvent été décisif, c'est cet aspect-là. Voilà. Donc, je trouve que les savoir-être aujourd'hui sont extrêmement valorisés. Maintenant, on va dire aussi que ce sont des savoirs qui s'acquièrent à travers l'expérience. Chez l'enfant, on parle plutôt notamment, alors ce sont des savoirs qui s'acquièrent précocement, on parle plutôt d'habilité sociale, et puis chez l'adulte, de compétences socio-relationnelles. Alors là encore, pour faire lien avec le confinement, nous, à partir de mars dernier, on a été vraiment beaucoup plus en lien avec nos étudiants, mais plutôt dans une dimension relationnelle, c'est-à-dire plus en lien, plus à l'écoute, comme le disait tout à l'heure Marie-Jo, plus à l'écoute de nos étudiants, parce qu'il y avait effectivement des phénomènes de décrochage, d'isolement, de difficultés financières, matérielles, ce qui est un peu différent de l'accompagnement classique pédagogique, même si cet aspect-là est toujours aussi abordé, il a été extrêmement renforcé dans ce contexte de confinement. Voilà. J'aimerais aborder la question de la transmission maintenant. C'est-à-dire qu'exercer une activité professionnelle ou une activité sportive, associative ou autre, offre de multiples expériences. Donc, ce que disait tout à l'heure aussi Marie-Josée, c'est qu'on sait qu'on sait. Nous sommes détenteurs de savoir dont on nous sert dans la vie, mais on ne sait pas toujours où et comment ils nous ont été transmis. Alors, j'ai envie de prendre aussi un exemple qui m'appartient, c'est-à-dire que moi, je dis toujours que j'ai appris à écrire lorsque j'étais en BTS. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure dans ma présentation, mais j'ai fait un BTS avant ma formation d'éducateur de jeunes enfants. Et puis, j'ai travaillé dans un cabinet de formation, donc, qui m'a plutôt appris à travailler la méthodologie, la structuration et la logique de l'écrit. Alors, ça a été un moment important dans ma vie parce que il y a 2 niveaux. Il y a le niveau technique, et puis il y avait aussi le niveau, on va dire, motivation et puis relation à l'écrit, qui a pu vraiment se déployer. C'est-à-dire que je suis un peu tombé amoureux des écrits de ces formateurs qui avaient une plume d'une part et puis une technique de transmission d'informations que je trouvais extrêmement intéressante. Voilà. Cette première approche, je l'ai plutôt travaillée autour de lettres de motivation. Et puis ensuite, ça m'a permis aussi de le déployer sur des travaux plus exigeants, on va dire. Alors, pour faire un peu de lien théorique, j'ai envie de dire aussi que c'est ce que Vygotsky appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire que j'ai été accompagné sur cette méthodologie par des formateurs pendant quelques temps. J'ai pris aussi, moi, j'ai glané aussi quelques savoir-faire pour ensuite devenir plus autonome. Donc, cette zone proximale de développement, c'est le moment où on est accompagné par un formateur et puis on devient plus autonome sur ces savoir-faire. Alors, c'est aussi quelque chose que moi, je travaille avec les étudiants. Alors, la question de l'écrit est une question qui est récurrente dans la formation. Les difficultés à l'écrit sont quand même, pour un certain nombre d'étudiants, de vraies problématiques. Et donc, à chaque rentrée, aujourd'hui, je travaille déjà la lettre de motivation, ce qui permet aussi de faire lien avec la recherche de stage. Donc, c'est déjà un temps sur lequel on peut déjà un peu introduire la notion d'écrit et puis travailler sur, on va dire, des formats qui ne sont pas trop exigeants, mais qui permettent déjà de dégager une logique. Donc, de transmettre un peu cette logique de l'information, de la structuration de l'écrit. Voilà. Voilà. L'autonomie, évidemment, je pense que moi, ma formation de JE, ça a été un tremplin avec des savoirs qui ont été donc transmis par des formateurs, des savoir-faire de base, qui m'ont permis notamment de m'adapter à de nouvelles situations, puisque c'est quand même là aussi tout l'objectif de ces formations, c'est de ne pas simplement d'avoir acquis un savoir et puis de le déployer comme ça, sans faire lien avec des contextes spécifiques, on va dire. Donc, s'adapter à de nouvelles situations de problèmes, c'est aussi tout l'enjeu d'une formation et aussi tout l'enjeu, j'ai envie de dire, de la transmission de savoir expérientiel. C'est de rendre l'autre toujours plus autonome à travers ces savoirs que l'on peut transmettre et que l'on peut partager, j'ai envie de dire aussi. Donc, ces savoirs, ils font toujours, on va dire, l'objet d'ajustements.
C'est une approche, on va dire, un peu réflexive qui permet de décontextualiser, hein, pour ensuite recontextualiser dans une situation nouvelle. Alors ça, c'est aussi un concept, on va dire, de Piaget, hein, qui centré donc sur le constructivisme, c'est-à-dire que on va assimiler une situation et puis ensuite on va s'accommoder à une nouvelle situation. C'est-à-dire qu'on va acquérir de nouveaux savoirs, des savoir-faire, mais ces savoirs vont devoir à un moment donné être réinterrogés pour être adaptés à cette nouvelle situation, hein. Il est très rare, notamment dans les métiers de l'humain, de retrouver des situations similaires en tout point. Et il y a toujours une dimension dans laquelle il faut aussi savoir manier. Donc, la question de la réflexivité est importante dans la transmission de ces savoirs, hein. Donc, ça a beaucoup interrogé, notamment la notion de la compétence transversale, hein, qui ne fait pas vraiment l'objet aujourd'hui d'un consensus au sein de la communauté scientifique, hein, sur cette question. On parle plutôt de transfert d'apprentissage, voilà, puisqu'il n'y a jamais de compétence complètement transversale, hein, c'est-à-dire à part entière. Alors, j'ai envie de dire aussi que la formation de JE, ça a été, et puis surtout l'expérience sur le terrain, ça a été l'objet d'un travail d'accompagnement auprès des familles qui m'ont beaucoup apporté, hein, les familles, les enfants, des situations où on pouvait notamment avoir des espaces d'échange de paroles. Alors, je parle des groupes de parole, mais aussi des espaces qui ont permis d'échanger, hein, sur des situations un peu spécifiques. Et j'ai envie de dire donc plutôt des situations qui me permettaient de travailler un peu la clinique. Donc, j'ai envie de dire que là aussi, dans l'accompagnement de nos étudiants, alors moi j'ai eu pas mal de stagiaires, j'ai été maître de stage dans le cadre de ces formations. Ce qui est intéressant en termes de lien, c'est effectivement d'abord de partir d'un savoir, donc de pouvoir un peu faire le point sur ce que l'étudiant a déjà intégré comme connaissance. Et puis, la dimension, on va dire, de la transmission du savoir expérientiel, pour ma part, ça a été de pouvoir aussi attirer l'attention de l'étudiant sur des notions qui sont beaucoup plus élargies, beaucoup plus systémiques, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive en disant, voilà, Piaget définit les stades de développement de 0 à 2 ans, on est plutôt sur de la période sensorimotrice, avec notamment des notions d'égocentrisme de l'enfant, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Et à partir de 2 ans, une période préparatoire où on va plutôt être centré sur le langage, le raisonnement intuitif. Bon, ça, c'est une première chose. Mais dans le cadre, par exemple, de la socialisation d'un enfant, on ne peut pas s'en tenir qu'à ce cadre qui est limité, j'ai envie de dire, sans être non plus, encore une fois, péjoratif. Le travail de la transmission auprès des étudiants, c'est aussi de pouvoir prendre du recul et puis notamment de travailler d'une part l'observation pour considérer d'autres éléments, hein, d'autres éléments qui sont en lien avec les vécus et puis l'observation de l'enfant, mais aussi des familles et des entretiens et puis des échanges qu'on peut avoir. Donc, un enfant, dans le cadre d'une socialisation, doit aussi être considéré à travers son immaturité sociale et socio-rationnelle, hein, avec son niveau de développement, hein, ses capacités interpersonnelles, intrapersonnelles dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a aussi toute la période d'opposition, hein, d'affirmation de soi face aux décisions des fois un peu arbitraires de l'adulte, hein, de venir en collectivité. Moi, c'est des choses que j'ai pu voir aussi avec des enfants qui étaient en résistance dans un premier temps, et puis ensuite, qui, par le biais aussi d'accompagnement des pairs, ont pu aussi s'intégrer au groupe avec beaucoup plus de facilité et puis notamment d'enthousiasme, hein. Il y a aussi toute la dimension, on va dire, physiologique, hein, dans les problèmes ORL. Alors, ça peut paraître comme ça un peu, comment je pourrais dire, un peu particulier de considérer cette question de l'ORL, mais ce sont des choses que moi j'ai beaucoup traversées, les problèmes d'otite qui ne permettent pas toujours à l'enfant d'entendre les sons et du coup, il y a un retard de langage et puis ça impacte forcément sur la socialisation puisque l'enfant subit plus la collectivité qu'autre chose, hein, donc il y a parfois des phénomènes d'isolement, d'agressivité, hein. Donc, et les contextes familiales, hein, l'arrivée d'un enfant, l'inquiétude d'un parent, tout ce travail qui permet aussi de mieux comprendre aussi ce qui se passe à la maison et aussi de pouvoir mieux contribuer à travailler ce qu'on appelle la socialisation. Voilà. Donc, avec les étudiants, aujourd'hui, c'est aussi une démarche que j'opère grâce à ces compétences, on va dire, et puis ces savoirs expérientiels. C'est l'expérience qui m'a permis aussi à moi de prendre du recul et aujourd'hui de transmettre aussi à nos étudiants de façon à ce qu'ils puissent
avoir une approche beaucoup plus systémique, on va dire, des situations. Hein. Voilà, parce que le savoir, c'est une base, c'est un tremplin, en tout cas c'est un bon point de repère, mais effectivement l'expérience permet de déployer aussi d'autres outils et puis d'autres approches et surtout de pouvoir s'adapter, comme j'ai dit tout à l'heure, à de nouvelles situations. Donc, j'ai envie de dire aussi que transmettre ne pas se faire uniquement dans une posture de transmission descendante du savoir, hein, mais ça implique de motiver et de donner une place d'acteur à chacun. On peut dire que les étudiants, c'est de faire en sorte qu'ils puissent faire des retours d'observation, ce qui est toujours très intéressant. C'est une façon aussi de les impliquer, et puis aussi de reconnaître la valeur de chacun. Par exemple, moi, dans le cadre d'un travail sur la classe passerelle, je travaille avec une ATSEM qui était férue de littérature. Hein. Donc, la littérature enfantine, elle avait beaucoup de compétences parce qu'elle avait aussi des compétences de lectrice. Hein. Donc, elle aimait beaucoup animer l'atelier bibliothèque. Donc, je lui avais conféré ces responsabilités. Et puis, on échangeait aussi beaucoup, notamment autour du travail de l'observation. Donc, il y avait vraiment un échange intéressant qui complétait d'une certaine façon des compétences de façon mutuelle. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment important parce que ça permet vraiment de mobiliser une équipe et puis de rendre chacun acteur en reconnaissant justement ses compétences. J'avais une autre collègue qui était aussi douée aussi pour adapter, on va dire, les ateliers cuisine à des jeunes enfants. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une compétence qu'on a sollicitée et qu'on a partagée. Mais cet atelier cuisine s'insérait aussi dans un travail d'observation, de savoir comment les enfants, sur le plan moteur, utilisaient les outils, comment ils coopéraient. Donc, il y a eu un échange vraiment gagnant-gagnant, au sens où moi, j'ai appris aussi des techniques de la part de mes collègues, et puis j'ai pu aussi, moi, transmettre lors de réunions, alors sur des temps formels, des temps de réunion, mais aussi des temps informels, d'échange au quotidien, sur des observations qui étaient pour le coup intéressantes et qui me permettaient aussi de faire des retours auprès des parents beaucoup plus affinés, on va dire. Alors, je reviens un peu sur le cadre de la formation, puisqu'aujourd'hui, voilà, à Microsource, c'est mon travail d'accompagner les étudiants. J'ai envie de dire que le premier outil de nos professions, les métiers de l'humain, c'est le premier outil, c'est nous-mêmes. Nous avons abordé la notion de savoir-faire, savoir-être, comme je le précise en préambule, mais c'est une compétence précieuse. Là encore, il s'agit d'impliquer l'étudiant, le collaborateur, ou aussi le collègue, par exemple, l'ami ou le parent, à adapter une posture réflexive de prise de distance afin de se décentrer, par exemple, de sa culture, aussi de ses repères éducatifs, pour accompagner sans formater. Ça, c'est important parce que ça permet notamment, encore une fois, aux étudiants ou aux personnes avec lesquelles on travaille, de ne pas camper justement sur des techniques toutes faites, mais d'être plus dans une approche, on va dire, un peu clinique. Alors, j'ai envie de dire aussi que dans la formation, savoir comment on transmet aussi ces compétences, comment on peut aussi les analyser, les repérer, ça se fait aussi notamment par le biais de temps de RPE, par exemple, donc ce qu'on appelle la réflexion des pratiques éducatives. C'est-à-dire qu'on vient avec de la matière, avec de l'expérience, et puis on échange avec un formateur et puis d'autres étudiants. Donc, il y a encore une fois la question d'être acteur aussi de ces questions, et puis de pouvoir aussi prendre du recul, et puis de pouvoir aussi analyser les choses, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, l'attitude réflexive, j'ai envie de dire, elle est prégnante, elle est essentielle. Voilà. C'est des situations d'accompagnement au travail qui permettent d'adapter une approche analytique, une approche clinique des contextes. Alors, transmettre des savoirs issus de l'expérience, ça implique au préalable de les avoir évidemment un peu conscientisés. Ça, je pense que Céline en parlait plus tout à l'heure lors de son intervention. Les identifier, ça veut dire que c'est un exercice intéressant qui permet à un moment donné de prendre du recul sur son expérience. Alors, nous, dans le cadre de la formation des étudiants, nous avons mis en place une grille expérientielle. Alors, j'ai pris appui plutôt sur les travaux de Van der Noot, qui s'appuie aussi sur l'approche d'Henri Desroches. Mais nous avons élaboré notre propre grille, c'est-à-dire une grille à 2 entrées, qui permet aux étudiants en première année de prendre conscience de leur expérience. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vierge de toute expérience en formation, même si on sort du bac. C'est ce qu'on explique aux étudiants. Ça permet aussi de les rassurer aussi sur un certain nombre de compétences, et puis aussi tout simplement prendre conscience
que lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle structure, dans un stage, sur un nouveau lieu d'emploi, eh bien, qu'il y a quand même des compétences qui ont été déjà acquises tout au long de leur parcours. Alors, elles se déclinent par la formation, la vie amicale, familiale, la vie associative, l'expérience de travail, hein. Et puis, d'un autre côté, sur l'autre entrée, on a les contextes qui découlent sur des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Voilà. Donc, c'est une expérience intéressante pour les étudiants. On a eu des retours assez intéressants. C'est une technique parmi tant d'autres qui permettent aussi justement de pouvoir prendre conscience de ces compétences, hein, et puis surtout de pouvoir aussi les formaliser. Voilà. Écoutez, voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vais laisser la parole à Cécile afin de poursuivre ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et puis je reste disponible tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci mille fois, Eric, pour ce partage autour des savoirs expérientiels, autour du partage des compétences. J'ai bien noté aussi la référence que vous faisiez à ces temps formels et tous ces temps informels de partage des compétences. Merci aussi pour ces notions autour de l'attitude réflexive. J'ai partagé dans la discussion les références d'un ouvrage de Christophe Van der Noot que vous avez mentionné. Et puis maintenant, on va laisser la parole à Céline Escudero, qui va nous aborder avec nous la conscientisation des savoirs, des expériences et la manière de dégager des savoirs à partir de ces expériences. Je vous laisse la parole, Céline. Écoutez, de mon côté, bonjour à tous, et ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, de même, je vais me présenter très rapidement. Ce que je pourrais vous dire, c'est que effectivement, je suis de mon côté aussi éducatrice spécialisée de formation, et que l'essentiel de mon expérience sur le terrain en tant que telle a été de travailler dans le champ de la protection de l'enfance, mais en milieu ouvert, hein, administratif et judiciaire. Donc, c'est-à-dire d'intervenir auprès des jeunes et des jeunes et de leurs familles considérés comme en risque de danger ou en danger, hein, durant presque une vingtaine d'années. J'ai eu la chance aussi de partir sur certaines missions à l'étranger, et c'est vrai que ça m'a ouvert aussi de nombreuses perspectives. Alors après ce temps-là assez important dans ce champ de la protection de l'enfance, j'ai ressenti fortement le besoin de me ressourcer, de me renouveler. Et je suis, comme mes collègues, allé voir du côté de la formation, en reprenant des études et en obtenant un diplôme universitaire de formateur d'adultes qui a été sanctionné par un mémoire depuis le thème de recherche de mon choix, puisque chacun, nous avions la possibilité de choisir notre thème de mémoire. Et le choix que j'ai fait, c'est celui de la lecture, mais surtout de l'écriture de soi pour penser notre pratique en tant que professionnel, pour penser le monde qui nous entoure, grandir et pouvoir mûrir aussi ensemble dans la construction d'une nouvelle identité. Une identité professionnelle ou bénévole, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont bénévoles, de vos collaborateurs sont bénévoles, dans la recherche effectivement d'un travail de conscientisation de nos expériences entremêlées, hein, vraiment, de savoir expérientiel, comme a pu nous en parler Marie-Josée et Eric, et appelé devenir compétence, et compétence au pluriel, hein, de l'ordre d'une intelligence collective. Alors, si je prends ce temps d'expliciter un peu en quoi ont porté mes recherches ces dernières années, et sur le terrain aussi en tant que responsable de formation en travail social, c'est simplement pour rappeler très, très rapidement que de ce que nous vivons et percevons de la réalité, de ce que nous faisons et imaginons au quotidien, tout peut devenir expérience. Et une expérience suffisamment solide pour devenir compétente en la matière. Alors, cependant, l'expérience ne fait pas tout, hein, elle n'est pas le tout de toute chose. Il y a quand même une question de synergie qui vient pointer son nez dans cette affaire. Donc, c'est-à-dire considérer, et encore plus, je crois, dans le secteur du social et du médico-social,
que le résultat d'une action collective est supérieur à la somme des résultats des actions des individus. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe africain qui dit « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Donc, ce qui est intéressant dans les savoirs expérientiels, ce n'est pas seulement ce qui est développé au long de la trajectoire personnelle d'un individu, hein, ce n'est pas seulement un apprentissage de soi vis-à-vis de soi, parfois ça l'est et c'est important de faire ce premier pas, mais c'est surtout un apprentissage, un savoir et un apprentissage intersubjectif, hein, parce qu'effectivement, on partage avec d'autres professionnels, avec d'autres pairs, et on partant de notre parcours existentiel de chacun, hein, des objets, des situations, des événements qu'on a connus, des émotions qu'on a expérimentées, des récits, des souvenirs, hein, tout ce qu'on peut convoquer lorsque nous sommes sur le terrain. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire liée à l'épidémie Covid, hein, et la crise sociale, on a été confrontés et on continue d'être confrontés à des situations effectivement inédites qui nous ont amenés à faire évoluer nos manières de penser et nos manières d'être au quotidien, aussi dans l'accompagnement des personnes qui nous sont confiées. Et je crois que vraiment ces événements, enfin, tout ce qui se passe là depuis effectivement mars dernier, sont des événements qui nous ont immensément rapprochés, mais en même temps n'ont rien gommé de nos différences et par là même de nos richesses quant aux fonctions qui sont les nôtres, hein, nos métiers, les responsabilités qui nous incombent, les personnes que nous tentons jour après jour d'accompagner au mieux. Sur le plan personnel et familial, chacun a vécu des choses graves aussi. Chacun a tenté de les interpréter, de les assumer. Sur le plan professionnel, Eric en parlait aussi déjà, mais il a fallu nous réinventer, déployer parfois des trésors d'ingéniosité pour demeurer au plus proche de ceux qui nous sont confiés, hein, les plus vulnérables d'entre nous, mais qui nous font toucher du doigt également combien nos vies finalement reposent sur des équilibres précaires et que, loin d'en avoir peur, à nous de nous en saisir comme d'un tremplin pour rebondir encore plus loin. Et puis, je crois aussi qu'en voyant tant d'initiatives prises par les uns et les autres acteurs de terrain, nous avons ouvert les yeux et compris peut-être avec plus de force encore et de sensibilité, d'engagement et d'implication au quotidien qu'il y avait quelque chose d'un nous qui chemine, hein, et progresse en intelligence, de l'ordre d'une intelligence émotionnelle mise au service du bien commun, du prendre soin les uns des autres, hein, d'une entraide et d'une solidarité renouvelée. Tous, nous avons été, je crois, comme déplacés, hein, conduits là où peut-être on n'aurait jamais pu aller, malgré tous nos savoirs de principe, nos savoirs théoriques, parce qu'il a fallu leur donner forme, les mettre en forme, les transformer dans le sens d'une fidélité encore plus grande à nos engagements et à nos valeurs que nous cherchions et que nous cherchons toujours à défendre coûte que coûte. Et du coup, prendre le temps d'analyser ce qui a été vécu individuellement et collectivement peut contribuer, ça c'est clair, c'est très important au quotidien, contribue à dégager les enseignements de cette situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre. Dernièrement, forte personnellement d'une expérience en tant que responsable de formation au travail social, formatrice d'adultes et intervenante en atelier d'écriture, je suis particulièrement convaincue de justement la force de l'écriture, qui est un des outils que j'ai envie de vous présenter
lors de ce webinaire du jour, comme un des outils puissants qui puissent venir développer notre identité en tant que travailleurs sociaux. Ce dispositif, pour moi, a commencé il y a 4 ans, quand j'ai commencé à travailler effectivement au centre de formation de Grigny, recevant sur un parcours de préqualification des personnes en situation d'insertion ou de réinsertion adressées par le Pôle emploi. C'est un exemple que je vous donne, mais la plupart d'entre elles avaient véritablement une vision si dévalorisée d'elles-mêmes qu'elles n'envisageaient même pas que leurs paroles puissent être entendues et écoutées comme dignes d'intérêt. Il a fallu vraiment faire tout un travail de mise en confiance dans ces espaces d'ateliers d'écriture pour qu'elles puissent se lancer à dire, à raconter, à mettre des mots sur des émotions qu'elles avaient vécues, des expériences vécues très profondément enfouies et qu'elles n'auraient jamais pensé pouvoir leur servir aujourd'hui comme preuve de leur légitimité aussi à œuvrer dans le champ du social et du médico-social. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai été le témoin de transformations complètement radicales à la mesure où, lisant à haute voix leur production écrite, elles se sont vues, je crois, ces personnes renaître dans le regard des autres en faisant ce chemin d'apprendre à considérer leur expérience de vie, leur parcours, comme porteur d'une bonne nouvelle. C'est-à-dire pas seulement pour elles, mais pour les personnes qu'elles ont commencé à leur tour à accompagner sur le terrain en tant qu'accompagnant éducatif et social. Pour aller plus loin, par la suite, nous avons pu proposer ces ateliers d'écriture aux professionnels de certaines institutions qui en avaient fait la demande, voire même au public qu'ils recevaient dans leur contexte de travail. Et je crois que pour les professionnels de terrain, ces ateliers d'écriture, alors c'est un exemple que je vous donne bien sûr, mais ont été nouvellement proposés dans le cadre de groupes d'analyse de pratique. Et je vais essayer en quelques mots de vous dire pourquoi, de mon point de vue, cette offre m'est apparue comme particulièrement intéressante. Alors tout d'abord parce que l'écrit, comme le disait Eric, c'est une partie essentielle de notre travail au quotidien. Important, il est un espace pour penser nos pratiques, nous penser nous-mêmes, nous penser en relation avec les autres et effectivement en faisant mûrir notre réflexion par le biais détourné de petits jeux d'écriture, par l'apprentissage, c'est un véritable apprentissage d'une mise en mots, d'une histoire de vie qui est la nôtre, mais que nous reconnaissons chaque fois plus riche d'une expérience à partager. De plus, c'est vrai que la crise sanitaire que nous traversons a fait surgir et développer des pratiques nouvelles visant, je crois, à atténuer un peu les effets de l'éloignement, voire de la rupture de contact des publics habituellement accompagnés, avec un grand sens des responsabilités du côté des travailleurs sociaux et peut-être un petit peu moins de pression, voire de rigidification administrative. Je me suis permise d'aller sur le site de la FEP et j'ai découvert combien d'initiatives vous avez su prendre les uns et les autres pour qu'une aide alimentaire, par exemple, puisse être maintenue à tout prix pour les familles et les communautés auprès desquelles vous êtes engagés, même en passant par les fenêtres. J'ai lu quelques articles autour de permanences téléphoniques que vous avez démultipliées en passant par des groupes de contact que vous avez constitués, des journaux de bord qui ont été tenus continuellement par certaines directions à certains endroits pour que les administrateurs justement restent en lien et ne se coupent pas de la réalité des résidents que vous accueillez, de nouvelles permanences par exemple, en direction aussi des personnes victimes de violences conjugales que vous avez ouvertes. J'ai même vu un numéro vert qui a été créé à destination des détenus qui eux aussi ont dû passer par des moments très difficiles en cette période de confinement.
voir que vous avez passé d'innombrables appels afin de recruter chaque fois plus de bénévoles et qui n'ont pas hésité vraiment à répondre présent. Véritablement, enfin, cette conscience de voir combien il était important de redoubler d'efforts pour continuer d'accompagner certaines personnes actuellement, même celles, par exemple, qui ont pu être déboutées du droit d'asile. J'ai vu ça dans un département sur lequel vous intervenez. Donc, de toutes ces initiatives, ce qui ressort en premier, je crois, c'est le sentiment d'avoir retrouvé le sens du métier et la raison d'être de l'engagement professionnel, dont l'essentiel est la rencontre de l'autre, de la démarche de l'aller vers. Et c'est vrai que l'atelier d'écriture est un espace-temps où justement la réalité du moment présent, elle suspend un petit peu son vol et elle nous offre la possibilité d'une prise à la fois de recul et de perspective sur nos pratiques, sur nos expériences, dans un souci comme disait Eric, de les conscientiser, de les faire advenir dans l'éprouvé de l'instant, du moment présent, afin de les transformer en compétences pour pouvoir les mobiliser pour soi et pour les autres. Alors, ce qui est une dernière chose peut-être sur laquelle je vais tenter de m'arrêter, parce que ça me semble aussi quelque chose de très important quand on parle de formation. C'est vrai que dans le cadre de la formation d'adultes, proposer cet espace pensant, avec un E, et pensant avec un A, je crois que c'est un moyen supplémentaire offert à cette nécessaire connaissance de soi qui passe par la connaissance aussi des autres. Revenir sur son parcours de vie, le mettre en mots, se projeter dans un avenir à la fois personnel et professionnel. Je crois que c'est se donner les moyens de se construire une nouvelle identité. Et sur le terrain, vous le savez parfaitement, aussi bien que moi, nous sommes mis à rude épreuve. Et savoir d'où je viens, reconnaître qui je suis, ce que je souhaite aussi devenir, ça offre des lendemains personnels et professionnels solides et authentiques. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse s'entraider les uns les autres, justement au quotidien, où on sent qu'effectivement nos pratiques, comme le disait Eric, elles sont bousculées et il faut nous adapter sans cesse. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit va très vite. Et que, une dernière chose, pour moi très importante, c'est la question de la formation permanente, de ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. En tant qu'adulte en formation, on est un adulte en recherche. Et les ateliers d'écriture peuvent être véritablement le lieu privilégié de cette recherche en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir exister. Du fait de leur pédagogie, on va dire, dite active, ils nous mettent, nous, en tant que sujets, à la place d'acteurs, d'auteurs et d'écrivains de notre propre histoire, mais insérés dans une histoire collective. Et ça, je crois que c'est vraiment très important de développer cette conscience chaque fois plus grande parce que les défis de notre monde actuel sont aussi chaque fois plus grands. Donc, voilà pourquoi je pense que des ateliers d'écriture, c'est un exemple que je vous ai donné, un outil parce que je l'utilise au quotidien dans ma pratique, mais peuvent avoir toute leur place dans les contextes de travail qui sont les vôtres et ceux de vos collaborateurs. Peut-être une porte qui s'en trouve peu à peu vers une mise en valeur véritablement de ce que l'on est, de nos fonctions, de nos missions sur le terrain et de l'exigence aussi parfois du quotidien qui nous appelle à répondre à des situations chaque fois plus urgentes. Donc vraiment, cette période que nous traversons, bien que complexe, difficile,
crois, vient réaffirmer les principes fondamentaux du travail social. Je terminerai là-dessus. L'écoute de la parole de l'autre, une condition vraiment de l'action, qui est aussi celle du temps, des émotions qu'on peut partager ensemble. Je crois que c'est important. Celle qui accompagne le vécu au fil des événements. Le non-jugement, c'est très important de ne pas être dans le jugement non plus. Le non-jugement, l'acceptation, la bienveillance, la mise en relation et en confiance, qui est véritablement une source de valorisation et d'estime de soi, et le temps de la réflexion distanciée, de la mise en mots et de la mise en forme de soi. Autant de principes qui fondent les mêmes objectifs que ceux recherchés en atelier d'écriture. C'est pourquoi je voulais vous en parler un petit peu ce matin, comme une offre un petit peu particulière, mais qui se développe de plus en plus et ne peut qu'aller, je crois, dans le sens d'un partage autour d'un vécu, une clé de voûte de toute écriture de soi et du monde qui nous entoure, un vécu qui s'enrichit à mesure qu'il se raconte et devient compétence. Merci mille fois Céline. Je suis très touchée et très émue par vos mots qui font beaucoup écho à l'activité que nous avons ici à la FEP et dans toutes les associations qui en font partie. Et je pense que chacun d'entre nous, en vous écoutant, a revécu cette période de crise et a pris conscience probablement individuellement de toutes les ressources qu'il avait lui-même. Et je suis aussi très intéressée par la proposition d'outils autour des ateliers d'écriture et peut-être que parmi les participants à ce webinaire, certains auront envie d'aller plus loin dans cet outil. Peut-être que vous pourrez ensuite partager des ressources que vous pouvez avoir pour peut-être proposer aux participants des outils ou des pistes ou des liens ou des choses comme ça qui pourront les aider à se lancer. Merci mille fois à chacun d'entre vous pour vos interventions, à la fois chacune riche et complémentaires les unes des autres, qui nous ont permis d'avancer et d'être aujourd'hui plus compétents et dans les savoirs expérientiels. Nous allons avoir maintenant un temps de questions-réponses. Alors, nous sommes tous ensemble dans cette même salle et je vais partager avec vous quelques questions qui nous ont été partagées. Certaines sont ciblées vers les uns ou les autres, d'autres sont plus générales et je vais le préciser. Alors, la première s'adresse à Eric. Une question qui dit, en tant que formateur à Buc Ressources, comment est-ce que vous continuez à avoir des liens avec le terrain et à poursuivre l'expérience avec le terrain, de telle sorte que vos apports en formation ne soient pas déconnectés de l'évolution du terrain? Absolument, je pense que c'est une question essentielle aujourd'hui et il n'y a que ce lien qui permet vraiment d'avoir une formation cohérente en appliquant notamment les savoirs qui sont transmis dans le cadre de la formation et leur application sur le terrain. Il peut y avoir effectivement avoir des décalages. Donc en fait, nous avons des conventions de sites qualifiants que nous mettons en place. Ça veut dire que nous formalisons ces partenariats de façon à ce que les sites qualifiants puissent aussi avoir aussi un niveau d'information suffisant sur le contenu de la formation, qui plus est là dans un contexte de réforme, puisque les diplômes d'éducateurs de jeunes enfants et d'éducateurs spécialisés ont été réformés en 2018. Donc là, nous sommes sur une nouvelle certification. C'est important que les lieux de formation puissent aussi s'informer sur les attendus, en termes de compétences attendues d'une part, mais aussi sur les contenus. C'est aussi du lien aussi que nous mettons en place de façon assez permanente, notamment lorsqu'il y a des interrogations d'une part ou des problématiques d'autre part. Alors, il ne faut pas forcément qu'il y ait une problématique pour que les lieux de stage reviennent vers nous, mais des fois, il y a des demandes particulières qui consistent à faire des points intermédiaires et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de remettre aussi comment je pourrais dire, de recentrer des objectifs qui, pour le coup, n'avaient pas été bien perçus ou bien compris des fois par l'étudiant, et puis ou bien formalisés d'autre part. Ensuite, nous avons aussi à cœur de maintenir des visites de stage, dans le cadre notamment d'un stage long, ce qui nous permet d'être à la rencontre aussi des professionnels, d'échanger. Alors effectivement, c'est l'objet aussi de faire un peu une évaluation du stage de l'étudiant, mais pas seulement.
c'est aussi un temps de visite des lieux, c'est aussi l'occasion de rentrer en contact avec les formateurs de terrain. Alors, ce que je souligne de façon permanente et constante, et ça me tient vraiment à cœur, c'est de bien porter à connaissance de ces maîtres de stage toute l'importance qu'ils ont dans le parcours et le cursus de formation de ces étudiants. C'est-à-dire que c'est une formation pratique, hein, donc ils sont formateurs eux aussi. Donc il y a un vrai partenariat dont ils doivent être conscients. Il ne s'agit pas simplement d'aller passer et de valider un certain nombre de semaines ou un certain nombre d'heures sur un lieu, mais vraiment de prendre conscience que les lieux de stage sont un lieu qui aussi peuvent invalider parfois aussi une formation sur le plan pratique, hein. Donc, ils ont non pas seulement ce pouvoir, j'ai envie de dire, mais en tout cas cette nécessité d'être conscient que la formation passe à ces deux niveaux. Et donc, ce lien est important à différents niveaux, encore une fois, sur le contenu de la formation d'une part, sur les ateliers d'autre part, et sur le lien et sur la pertinence que l'on peut apporter entre le lieu de formation et le lieu d'apprentissage sur le plan professionnel, on va dire, la mise en pratique. Merci beaucoup, Eric. Une autre question que j'ai envie de poser à Jean, mais peut-être qu'après Marie-Josée, Céline ou Eric, vous souhaiterez aussi, en fonction de votre expérience, y apporter votre contribution. C'est une question qui dit: comment, selon vous, faire passer dans nos savoir-être les valeurs et la dimension chrétienne auprès de nos publics accueillis? C'est une question très FEP, hein, puisque c'est une question qui peut se poser dans nos associations d'origine protestante. Jean, je vais te laisser la parole. Merci. Oui, c'est une question très faible et à la fois qui nous touche sur les questions des valeurs, hein, qu'elles soient protestantes ou autres, hein. Donc, j'ai envie de dire dans un premier point que les questions de foi sont des questions personnelles et non pas institutionnelles, hein. C'est pas parce qu'on travaille dans une association de tel type ou tel autre que enfin, la loi française à la fois et le respect des identités de chacun fait que chacun arrive avec ce qu'il est. Et donc, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les associations que nous sommes procèdent à un accueil inconditionnel, respectueux et non pas prosélyte, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette distance sur faire passer les valeurs de la dimension chrétienne, ce n'est pas une dimension, j'allais dire, proactive, hein, voilà. Donc, alors, ceci dit, hein, les valeurs, ce qu'on appelle, ou les convictions, je préfère utiliser ce mot, que chacun peut avoir dans sa sphère privée, de façon intime, elles peuvent s'exprimer dans notre réseau autour des questions d'accueillir. D'abord, c'est ce que disaient Céline et Eric tout à l'heure, hein. Accueillir, c'est écouter les personnes dans leur identité, hein, dans ce qu'elles sont, et les prendre comme elles sont. Voilà. Donc, respecter la liberté de l'autre, hein, qui est fondamentalement importante, hein. L'écoute, donc, passe évidemment par ça, hein. Vous avez dit, Eric et Céline, évidemment la même chose tout à l'heure, c'est-à-dire l'écoute. Une forme d'humilité, je dois dire, c'est-à-dire de ne pas déverser sa propre certitude ou attente vers les autres, mais plutôt être dans cet accueil. Voilà. L'empathie, la bienveillance vont de pair avec cette dimension. Et j'allais dire que ça peut passer aussi par des gestes de fraternité. Le goût de l'autre, hein, tel qu'on peut l'imaginer, n'est pas spécifiquement une notion protestante ou chrétienne, mais elle est fondamentalement humaniste, hein, le goût de l'autre, et donc partager. Alors ça va avec la convivialité, le serrement des mains et les embrassades quand on pourra le faire demain, mais aussi partager un moment de repas, de café. Voilà, il y a ça, cette idée. Et puis Céline l'a dit très justement tout à l'heure, le non-jugement, là, accueillir l'autre dans ce qu'il est, c'est-à-dire qu'avec sa différence, c'est ça qui est très important. Et la mise en mots, alors ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous, peut-être, c'est écrire, dire, écrire, partager avec l'autre ce qu'on ressent et ce qu'on dit. Et avec ça, peut-être nous avancerons les uns vers les autres. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter un élément de réponse ? Ben, merci Jean pour cette réponse du coup, très, très complète. Une question qui s'adresse à l'un ou l'autre d'entre vous.
Je vais vous la lire complètement parce que je n'ai pas réussi à la synthétiser avec mes propres mots sans la trahir. Alors, comment favoriser la transmission des savoirs expérientiels pluridisciplinaires, social, psychologie, santé, droit juridique, etc. Est-ce qu'il y a des lieux ou des instances pour cela? Et selon les lieux de travail et les écoles de formation, les savoirs sont plutôt encore cantonnés à une discipline plutôt qu'à un ensemble de disciplines. Et comment est-ce qu'on favorise le fait de travailler ensemble plutôt que chacun dans son coin? Alors, je ne sais pas si je vais répondre clairement à la question, mais je sais que dans notre centre de formation, nous avons aussi à cœur aujourd'hui de travailler ensemble avec notamment différentes formations. Je parle notamment des éducateurs, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, qui, dans la pratique, hein, sur le terrain, ça c'est un constat qui était réalisé, aujourd'hui se croisent et puis notamment travaillent ensemble. Je veux dire, quand je dis se croisent, c'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment donné, dans l'accompagnement d'individus, de personnes, d'enfants, de familles, se croiser, mais c'est aussi, la réalité, c'est que ces différentes formations travaillent aussi ensemble aujourd'hui sur différents champs, hein, le handicap notamment, ou la protection de l'enfance. Donc, dans le cadre de la formation, par exemple, aujourd'hui, nous organisons des sessions qui sont interfilières, c'est-à-dire qu'elles permettent justement à ces différents étudiants issus de différentes formations de se rencontrer et puis aussi de prendre conscience aussi de ce que chacun traverse en termes de savoir, hein, et de compétences notamment. Alors, je parle notamment d'éducateurs d'un enfant qui, des fois, ont un regard très différent sur le comportement d'un enfant, une attitude d'un enfant par rapport à un éducateur spécialisé. Vous voyez, avec notamment des contenus plus centrés sur le développement de l'enfant, tout ce qui est la période d'opposition, tout ce qui comporte aussi bien des savoirs et puis des compétences qui permettent d'apporter des éclairages différents, hein, et tout à fait complémentaires. Maintenant, sur le côté interdisciplinaire, j'ai envie de dire que ils sont aussi traversés à travers des sessions d'approfondissement que nous mettons aussi en place par champ. C'est-à-dire que nous proposons 4 sessions d'une semaine, donc ça fait 4 semaines sur la deuxième et troisième année, qui correspondent au champ de l'insertion, du handicap et de la protection de l'enfance. Et là, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants donc, se retrouvent au sein de même sessions avec des approches qui sont vraiment interdisciplinaires, avec notamment des interventions de professionnels, mais pas seulement, avec aussi des professeurs ou des personnes qui abordent des disciplines très différentes, ce qui permet des éclairages effectivement tout à fait complémentaires dans l'approche de thématiques ou de problématiques spécifiques au sein de ces sessions. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est en tout cas nos pratiques. En tout cas, on essaie effectivement, on a bien conscience qu'on ait une vraie richesse aujourd'hui en sciences sociales. Et ce qui importe aussi, c'est de toujours être en lien avec ce terrain, puisque c'était aussi l'objet de cette première question, que je trouve extrêmement importante, de façon à pouvoir agir et réagir en fonction des besoins. Donc là, il y a aussi un pôle formation continue qui est aussi en veille, hein, sur les besoins qui peuvent être recensés et puis notamment les questions qui permettent d'orienter et puis d'ajuster aussi la formation en fonction aussi de ces besoins, pas seulement des référentiels. Et si je vais poser une question de néophyte, mais dans les groupes d'analyse de pratique, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient pluridisciplinaires, c'est-à-dire que les personnes y participant couvrent différentes disciplines pour que justement ils puissent s'enrichir les uns les autres? Est-ce que c'est comme ça que ça se pratique? Alors, il y a deux aspects. C'est vrai qu'il y a un côté organisationnel, c'est-à-dire que les regroupements se font en fonction de promotion, hein, et de spécificité en termes de formation. Donc, pour l'instant, ce qu'on appelle, nous, les RPE, les réflexions des pratiques éducatives, sont plutôt axées sur des temps spécifiques à une formation. Voilà. Ce ne sont pas des choses qu'on a pu déployer autrement. Mais ceci étant dit, ce sont des temps qui peuvent aussi s'opérer dans d'autres cadres, hein. Là, j'ai parlé, par exemple, des sessions d'approfondissement, mais nous avons aussi, par exemple, des techniques éducatives qui, là, en l'occurrence, croisent aussi les différentes formations et qui permettent aussi de faire remonter peut-être des expériences, des points de vue très différents, et puis de croiser, effectivement, eh bien, des compétences et puis des formations avec des savoirs, des savoir-faire, pour le coup, assez complémentaires et qui permettent aussi, pour d'autres étudiants issus d'autres formations, d'avoir des points de vue et des angles d'approche très différents. Moi, je ne sais pas. Oui, pardon. Allez-y, Céline, allez-y. Peut-être
Pour travailler dans un centre de formation un petit peu particulier, je n'ai pas précisé, en tout cas qui ne fait pas au départ de sélection sur le plan scolaire, mais qui accueille, on va dire, un public au départ plutôt de bas niveau de qualification. J'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'on appelle ces personnes, pour celles qui viennent de beaucoup plus loin et qui finalement parfois arrivent à aller à gagner en responsabilité jusqu'à devenir des chefs de service. Hein. Donc, on sent bien que là, il y a un désir, en tout cas, dans notre centre, de plus en plus, et on l'a ressenti encore plus fort ces 2 dernières années, mais je crois, de par les situations qui sont chaque fois plus difficiles, hein, quand même, enfin, les travailleurs sociaux sont confrontés à des situations de plus en plus difficiles, dures, auxquelles il faut répondre dans l'urgence, sans en avoir forcément les moyens. Donc effectivement, parfois on bricole un peu, hein, on fait du bricolage, on ne se le cache pas, mais il y a du coup une recherche de la part des étudiants pour essayer de partager un maximum de savoir. Je ne sais pas si vous connaissez aussi tout le réseau qu'on appelle le réseau d'échange de savoir. Bon, je sais jouer de la guitare, je t'offre un cours de guitare contre je sais pas, une relecture ou une lecture ou une fiche de révision sur un bouquin que j'arrive pas à décortiquer et à lire. Donc là, sont en train de naître dernièrement des petites choses comme ça. Enfin, ça paraît petit, mais en fait, c'est extraordinaire parce que on est en train de se rendre compte qu'effectivement, chacun a des talents, chacun a évidemment des envies, des désirs. C'est vrai que de plus en plus aussi le côté... alors, c'est vrai que là, dernièrement, on n'a pas trop eu l'occasion d'aller visiter des musées ou développer le côté culturel ou mettre en place justement des spectacles, etc. ou de mettre en forme par rapport à l'atelier d'écriture, il y a toujours un rendu, hein, il y a toujours soit un recueil de nouvelles, une mise en scène d'un spectacle, quelque chose qui fait que les étudiants se croisent et ont de plus en plus envie de se croiser sur des projets comme ça, d'animation culturelle, parce que justement, ils se rendent compte que finalement, ensemble, il y a des choses qui sont possibles et qui sont possiblement, là pour le coup, alors là, je dirais oui, transférables dans les institutions dans lesquelles ils travaillent, et que finalement, monter un atelier, faire je sais pas, oui, un atelier défilé, un défilé dans un EHPAD, ça peut donner quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. Donc voilà, de plus en plus, il y a cette boîte à lettres qu'on a mise en termes d'échange de savoir, où de plus en plus les étudiants, là, comme en plus on a été on est frustré hein, de par le fait qu'on ne peut pas se croiser autant qu'on le voudrait, comme on fait par petits groupes, les gens se déposent dans la boîte aux lettres des idées, tiens, offre, c'est ça, cours de guitare contre fiche résumé d'un bouquin de Piaget, justement, parce que je ne comprends rien. Donc voilà, des petites choses comme ça. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Grégory qui nous dit en tant que chef de service pour mineurs non accompagnés et jeunes majeurs à Lyon, j'aimerais valoriser la transmission des savoirs expérientiels entre les membres d'une équipe pluridisciplinaire, mais aussi entre des services qui exercent auprès de publics similaires. Quels sont les conseils que vous pourriez m'apporter sur la manière d'appréhender cette question dans un contexte professionnel, dans ce contexte professionnel? Par où on commence, en fait, et comment on fait? Alors, est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui a des premières pistes pour aborder ce sujet-là en équipe?
Il y a beaucoup de questions. Enfin, moi, je réponds à ce monsieur parce que le temps passe, mais j'ai j'ai animé une formation près de France Terre d'Asile, justement, avec une équipe à Créteil sur les mineurs non accompagnés. Donc, j'aimerais avoir des questions plus approfondies sur ce monsieur, parce que j'ai beaucoup de références à lui communiquer. Et il y avait effectivement dans les apprenantes, c'était des gens du terrain, EduxP, moniteur éducateur et une jeune dame qui est master FLE et qui donnait des cours à ces jeunes migrants. Donc voilà, moi je peux lui communiquer des Alors, informations. on vous mettra en contact. S'il a besoin de lecture et de réseau, voilà, sur les savoirs, mais il faut partir. Alors, si vous êtes d'accord, je donnerai vos coordonnées Oui, il n'y a pas de souci à parce que c'est Grégory très pour long. que... J'ai beaucoup de choses à dire Oui, et le oui, temps oui. passe. Mais si on peut échanger par mail ou par téléphone, je peux lui apporter Oui. des choses sur effectivement les mineurs non accompagnés. D'autant que moi, j'ai fait un acte citoyen. Ce que je vous avais dit, c'est que j'ai accueilli cet hiver pendant 8 semaines un mineur non accompagné, mais en tant que citoyenne Oui, au oui. domicile. Et OK. comment. Je, Enfin, voilà. on fera ça. Merci Oui, Marie-Josée. je vous Je en vais prie. juste vous communiquer une dernière question qui dit qu'il semble quand même que les savoirs expérientiels recouvrent une dimension qui est propre à chaque individu. Et donc peut-être, est-ce que ça présente un risque de renfermement parce que l'expérience apporte souvent une forme de certitude à l'individu. J'ai vécu cela, je l'ai expérimenté, donc je le sais. Comment est-ce qu'on confronte les savoirs expérientiels comment est-ce qu'on les soumet au questionnement? Et est-ce qu'il y a des garde-fous pour éviter que l'utilisation de ces savoirs d'expérience ne devienne pas un risque pour les personnes qui les reçoivent? Je crois que c'est tout à fait pertinent comme réflexion et c'est tout l'objet aussi d'une VAE aujourd'hui, puisqu'on peut aussi valider aussi des formations ou des diplômes à travers la validation de l'expérience, enfin des acquis de l'expérience. Mais cette validation de l'acquis d'expérience, elle valide aussi un certain nombre de connaissances et puis une capacité de réflexivité, j'ai envie de dire. Donc ça fait aussi l'objet d'un accompagnement. Donc en l'occurrence, on n'est pas seul, puisque cet accompagnement, moi j'en ai fait une d'ailleurs il y a quelques années, nous sommes accompagnés et puis ça permet aussi d'être en ouverture vers l'extérieur et puis de ne pas s'isoler avec ses certitudes et puis son expérience. J'ai envie de dire que l'expérience en elle-même, dire j'ai 10 ans d'expérience dans tel domaine, oui, d'accord, j'entends, mais qu'est-ce qu'on en retire? Et puis, quelle était cette évolution aussi au sein de ces expériences? Parce que si on reste statique sur l'expérience avec les mêmes pratiques pendant 10 ans, ça interroge quand même. Donc, effectivement, il y a toute cette dimension de réflexivité, d'ouverture aussi vers l'autre. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, parfois l'objet de ce qu'on appelle les supervisions, de faire intervenir une personne extérieure qui permet aussi à un moment donné de bousculer les équipes dans leurs pratiques et puis de les interroger. Je pense qu'un certain nombre de lieux de stage aussi font des fois aussi appel, alors dans les stratégies de stage, j'ai envie de dire, font aussi appel enfin, offrent, j'ai envie de dire plutôt, des stages pour avoir aussi un regard différent, un regard extérieur, ce qui démontre souvent une ouverture, d'une part. Alors, même si ce sont des personnes qui ne sont pas encore qualifiées, qui sont en cours d'apprentissage d'un métier, ce sont des choses que j'entends assez régulièrement de la part d'équipes qui me disent, voilà, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est de prendre des stagiaires pour les former d'une part, mais aussi pour avoir aussi un regard extérieur. Donc, effectivement, je pense que la pire des choses, c'est lorsqu'on a une petite équipe aussi, j'ai envie de dire, c'est de se convaincre que ce que l'on fait est bon et dans la bonne voie, et puis qu'on ne se remet jamais en question. Alors, même si on est interrogé sur l'écriture du projet pédagogique éducatif, où là, effectivement, à un moment donné, on vient réinterroger, on vient faire évoluer nos pratiques et nos positionnements, et puis les outils avec lesquels on travaille, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je pense que la seule solution, c'est effectivement une ouverture vers l'extérieur, et elle peut se faire par différents biais. Merci beaucoup, Eric, pour cette réponse. Il reste une question de Claire que je vous poserai. Claire, je poserai votre dernière question. Il est temps maintenant de conclure cette visioconférence. Elle a été enregistrée et à l'issue de cette conférence, nous vous proposerons par différents biais sur le site de la FEP ou peut-être par mail le lien vers cet enregistrement pour que vous puissiez soit le revoir, soit le partager avec des collaborateurs ou des amis ou des personnes, toute personne qui, à vos yeux, peut être intéressée par son contenu.
De la même manière, nous vous enverrons dans les jours qui suivent un questionnaire d'évaluation de cette visioconférence. Merci par avance pour vos réponses qui nous aident à progresser et à apprendre et à améliorer nos savoir-faire et nos savoir-être aussi dans ce genre de situation, qui est nouvelle pour nous, pour certains. Comme Jean l'a indiqué en introduction, cette visioconférence donne lieu après à un atelier en présentiel. Alors, l'atelier en présentiel sur les savoirs expérientiels aura lieu le 27 mai à Paris, de 9h30 à 16h. Et je vous mets tout de suite dans la discussion le lien qui vous permet de vous y inscrire. Alors, il faut se dépêcher parce qu'on est obligé de limiter le nombre de places pour que le groupe soit interactif. Cet atelier sera animé par Marie-Josée Noyel et Céline Escudero, avec la participation également de Olivier Suft, qui est directeur d'un centre à John Bost et qui viendra témoigner de son expérience autour de la transmission des savoirs expérientiels. Voilà, donc au nom de la FEP, il me reste à remercier chacun d'entre vous, Céline, Marie-Josée, Eric, pour votre participation, l'animation que vous avez faite aujourd'hui et vos interventions qui nous ont chacun permis de progresser. À très bientôt. Merci aussi à Manon, dont vous voyez juste le nom, mais qui a assuré toute la logistique de cette visioconférence avec beaucoup de talent. Et à très bientôt. Merci à chacun pour votre participation. Merci à bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Vous aussi. Merci. Peut-être que tu peux renvoyer un lien, non, si tu veux, pour débriefer, Cécile. Oui, on va